Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Témoigner. Ce livre est un témoignage élaboré à partir de souvenirs et de notes personnelles. Il est issu du journal que j'ai tenu durant mon activité dans la protection des animaux d'abattoir. Je ne dresse pas un état des lieux. Le lecteur s'en fera une idée à travers ce livre. Mon but n'est pas non plus de nuire aux éleveurs et aux abattoirs, mais mon regard est celui d'un défenseur des animaux. Par conséquent, même s'il me semble important de soutenir certaines méthodes d'élevage plus respectueuses des animaux, ou certaines pratiques d'abattage, je me place résolument du côté des animaux qui, face à l'exploitation de leur vie et de leur chair, sont sans défense. Je cherche à faire partager cette expérience d'un milieu tout à fait spécial et fermé, celui des abattoirs, où les animaux sont envoyés pour un unique aller, sans retour. D'ailleurs, la législation prévient, tout animal entré dans un abattoir ne peut en ressortir vivant. Voilà plus de 12 ans que je travaille dans des associations de protection des animaux d'abattoir, comme bénévole ou comme salarié. Dans cet ouvrage, j'invite le lecteur à me suivre dans mes déplacements. Il sera amené à lire des passages difficiles qui rendent compte de situations extrêmement pénibles pour moi, surtout pour les animaux qui les ont vécues. Je n'ai pas voulu édulcorer cette réalité. Je commencerai par décrire les abattages. La connaissance de ces aspects techniques et réglementaires est nécessaire à la compréhension du déroulement d'un abattage. Les méthodes d'abattage diffèrent bien entendu selon les espèces. Il existe des pratiques illicites qui sont couramment employées. Il me faudra en parler. Certains abattoirs se conforment aux règles tandis que d'autres s'en moquent, de sorte que le lecteur en viendra probablement à s'interroger sur l'action des pouvoirs publics, les services vétérinaires en l'occurrence, dans ce domaine. Jusqu'à présent leurs préoccupations étaient d'ordre sanitaire, laissant de côté la protection animale dont ils ont la charge. Il faut cependant reconnaître la bonne volonté et le travail de certains services vétérinaires, mais ce sont des cas isolés. Force est de constater que lorsque des améliorations sont intervenues en matière de protection animale, ce sont en fait des mesures sanitaires qui ont permis, par ricochet, ces améliorations. À la lecture de certains passages, on peut se demander si les personnes qui commettent les actes que je décris n'ont pas perdu la raison, tant ce qu'elles accomplissent est impensable. Mais dans le système de l'élevage et de l'abattage, qu'est-ce qu'un animal sinon une carcasse de viande ? Quelle est la place de l'animal vivant dans un abattoir, sinon celle d'être transformé en morceaux de viande ? D'ailleurs, le Bureau de la protection animale du ministère de l'Agriculture est chapeauté par la Direction générale de l'alimentation. Nous avons là un élément révélateur de la place de l'animal dans notre société. En agriculture, on calcule les rations en fonction du gain moyen quotidien, GMQ, que doit fournir l'animal. Le GMQ représente la prise de poids par jour que l'animal fabrique, si l'éleveur lui donne une certaine quantité d'aliments. L'animal vivant n'est souvent perçu que comme une carcasse de viande sur pattes. Dans cette optique, on a vite fait d'oublier que l'animal, même au terme programmé de sa vie, est doté d'une sensibilité, de crainte et de peur et que jusqu'à l'abattoir, il faut prendre en compte son bien-être et sa sensibilité, ce qui est totalement ignoré, notamment en élevage intensif, majoritaire en France et dans le monde économique de la production animale. Lors de mes déplacements dans les abattoirs français, je me rendais assez facilement compte de la manière dont le bien-être des animaux était ou non pris en compte jusqu'à la fin. Dans les grands abattoirs aux cadences chronométrées, il est difficile de s'attarder sur un animal qui ne veut pas avancer. Les porcs, notamment, sont souvent conduits au poste d'abattage sans ménagement. Il est possible d'améliorer le bien-être des animaux avant et pendant l'abattage, mais cela a un coût qui devra probablement être supporté par le consommateur. Ce dernier, toujours prêt à s'émouvoir du sort des animaux en élevage intensif, se rue pourtant sur les produits carnés bon marché. Sommes-nous disposés à payer plus cher notre morceau de viande, pour quelque chose que l'on ne voit pas, puisque le traitement des animaux dans les élevages intensifs et dans les abattoirs nous demeure étranger ? À ceux qui ne le savent pas, je voudrais révéler ce fait. La plupart des animaux élevés de manière industrielle découvrent la lumière du jour lors de leur envoi à l'abattoir. C'est même pour beaucoup, lors de ce transfert, qu'ils ont l'occasion de faire leurs premiers pas. Voilà ce que nous cautionnons lorsque nous achetons une barquette de lard, ou un poulet à plus bas prix.
Je citerai en exemple un abattoir de volailles qui s'est équipé d'un nouveau matériel d'étourdissement avant la saignée, qui constitue une avancée majeure dans la prise en compte de la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort. Cependant, les volailles qui y sont abattues proviennent pour la plupart d'élevages concentrationnaires et intensifs. Elles sont même parfois ramassées par une sorte d'engin mécanique qui les balaye, les absorbe et les rejette dans des caisses en plastique. J'emmènerai aussi le lecteur sur un marché aux bestiaux, sur lequel j'ai été physiquement agressé. Je ne cherche pas ainsi à gagner sa pitié, mais à montrer dans quelle frénésie se trouvait le milieu de l'élevage et de la viande en pleine période de la crise de la vache folle. J'ai ponctué cet ouvrage de chapitres qui n'ont pas directement à voir avec les abattoirs, mais qui traitent de situations en rapport avec mes déplacements, et que j'ai cru bon d'intégrer, peut-être aussi pour permettre au lecteur de respirer un peu. Si vous voulez bien entrer dans cet univers, en général fermé au public et déconseillé aux âmes trop sensibles sous peine de ne plus manger de viande. Suivez-moi. Mes débuts dans la protection animale. J'ai fait mes premiers pas dans la protection animale en 1993 à la Société protectrice des animaux de Strasbourg, où j'assumais la fonction de délégué. Je promenais les chiens, je nettoyais le chenil, mais très vite j'ai été amené à faire des enquêtes lorsqu'on nous signalait de mauvais traitements sur des animaux. Je me rendais alors chez les particuliers qui faisaient l'objet d'un signalement. Ce n'était pas toujours facile. Parfois les lieux étaient isolés, parfois je me rendais dans des cités dont l'état des immeubles était déplorable, sinistre et hostile, ce qui encourageait plutôt à faire demi-tour. Et tant pis pour le chien en question. Mais non. Je suis toujours allé au bout de mes interventions, même dans les abattoirs ou sur les marchés aux bestiaux. Peut-être par inconscience. Surtout parce qu'il est impossible de renoncer à une intervention, lorsque l'on sait qu'un ou des animaux sont en détresse. Et puis, il y avait la possibilité d'être accompagné par la police ou la gendarmerie, lorsque celle-ci acceptait de se montrer coopérative. Dans le cadre de ces enquêtes, je me rendis dans une cité de Strasbourg à fort mauvaise réputation. Avant de sonner à la porte de la personne qui avait été dénoncée, j'avais fait une enquête de voisinage pour m'assurer de la véracité des faits qui nous avaient été signalés à l'encontre d'un chien. Je sonnais, et me présentais à la personne qui me dit ne pas avoir de chien. Une astuce pour la mettre en difficulté dans son mensonge me vint à l'esprit. Je lui dis alors que c'étaient les gendarmes qui m'avaient demandé de venir, et que si elle ne me laissait pas voir le chien, je reviendrais avec eux. C'est ainsi que je pus voir le chien. Pour l'apercevoir, il fallut dégager une porte de cagibi encombrée de boîtes en carton et de 2 vélos qui faisaient un obstacle. Le propriétaire ouvrit la porte, et je découvris dans une sorte de petit placard dont la lumière du jour entrait à peine au travers des barreaux en béton, un chien assis sur une épaisse couche d'excréments. Il présentait quelques escarres dues à des blessures. J'entamai un dialogue avec le propriétaire, pour savoir notamment depuis combien de temps ce chien vivait dans ce réduit et pourquoi. Cela faisait 6 ans qu'il vivait dans le placard parce que, selon lui, un chien n'a pas sa place dans un appartement. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je lui répondis que je ne pouvais pas lui laisser le chien, et que s'il n'avait pas sa place dans l'appartement, il ne l'avait pas non plus dans un placard. J'ajoutais: « J'emmène le chien et vous me signez un document attestant que vous renoncez à la propriété du chien. Si vous n'êtes pas d'accord, je reviens avec les gendarmes. » J'obtins aisément le document et partis avec l'animal, démarche qui ne se substitue pas au dépôt de plainte. Me voici en bas de l'immeuble avec le chien, une femelle, tout à sa joie de sortir, de découvrir l'herbe, la terre et même un caillou pour jouer. Un collègue de l'ASPA vint le chercher. Une famille d'accueil lui fut trouvée, mais elle mourut quelques mois plus tard. Aider les animaux d'abattoir. Pourquoi avoir quitté les chiens et les chats de l'ASPA, pour les animaux dits d'abattoir? J'allais souvent voir ce qui se passait à l'ancien abattoir de Strasbourg, qui était classé lanterne rouge, en me cachant pour observer les déchargements des animaux. Il m'avait toujours semblé évident que tous les animaux méritaient d'être secourus, même ceux qui finissaient dans l'assiette. Nous sauvions des chiens et des chats, mais les cochons et les vaches n'attiraient pas la compassion de la part des collègues. Pour me faire leur avocat,
Il faut dire qu'il y a beaucoup à faire avec les animaux de compagnie comme les chiens et les chats. C'est une spécialisation dans la protection animale. Je puis vous dire que ce travail est rude, et qu'il faut parfois avoir le cœur bien accroché tant les horreurs auxquelles ont affaire les spas sont dures à supporter. Ce que l'on constate au travers des spas est comme un baromètre qui indique le niveau de déchéance et d'appauvrissement de la conscience humaine. En dehors de mes heures de travail, j'allais, le matin, le soir ou la nuit, derrière l'abattoir, parfois dans un froid glacial. Je guettais caché derrière les parois en béton. J'assistais à des mauvais traitements que le personnel ou les chauffeurs des camions infligeaient aux animaux. Les vaches qui n'avançaient pas étaient frappées, à coups de bâton sur les os des pattes, sur la croupe jusqu'à l'éclatement de la chair, à coups de bâton sur les naseaux qui se mettaient à saigner de façon profuse, à coups de fourche ou par la torsion de la queue. Pour les cochons ce n'était pas mieux, beaucoup d'entre eux gisaient morts sur les quais. Un chauffeur les déchargeait en ouvrant en grand les portes du camion. Il leur donnait des coups de piles électriques sur n'importe quelle partie du corps, même sur la tête et sur le groin. Les cochons apeurés tombaient du camion les uns sur les autres. Un jour, j'assistais au déchargement d'une truie qui ne pouvait pas marcher. La nacelle arrière du camion avait été descendue jusqu'à la hauteur d'une caisse roulante. La truie fut poussée dedans à coups de bâton. Elle tomba dans la caisse, la tête vers le bas, tandis que le reste du corps dépassait. C'est alors à l'aide de coups de pied que le chauffeur tenta de faire rentrer tout le reste du corps dans la caisse. Mais la truie avait la tête en bas et l'arrière-train en l'air comme si elle n'était qu'un sac de pommes de terre. Encore que les pommes de terre, si vous les cognez, s'abîment vite, alors je pense qu'on y fait attention. Un autre jour, une vache s'était échappée dans l'enceinte de l'abattoir. Plusieurs employés lui avaient couru après, en la matraquant de coups de bâton pour tenter de la faire revenir vers le local d'abattage. Le soir, des camions remplis d'animaux se garaient derrière l'abattoir pour y passer la nuit au lieu de décharger les bovins et de les abreuver. Les transports s'étaient effectués toute la journée sous un soleil de plomb. Je m'en souviens, c'était en été. Les animaux étaient serrés dans le camion, seules de petites ouvertures leur permettaient de sortir les naseaux pour prendre de l'air. Les bovins meuglaient désespérément, ne pouvaient plus se tenir debout à l'intérieur et avaient soif pendant que le chauffeur dormait dans sa cabine. Un soir, le chauffeur m'aperçut et déplaça le camion vers le poste du gardien de l'abattoir. Un autre soir, je réussis à faire dégager une vache qui était couchée. Coincée sous les autres, elle ne pouvait plus se relever. Malheureusement, sur les photos que j'avais prises, on peut apercevoir une autre vache, apparemment morte, également coincée, que je n'avais pas vue parce qu'il faisait nuit. À cette époque, je ne savais pas comment intervenir pour les gros animaux. La direction des services vétérinaires avait ses bureaux juste en face de l'abattoir, mais je n'ai jamais assisté à une intervention quelconque de leur part. Je fus alors recommandé à une association qui visite les abattoirs, par une dame qui travaillait pour la SPA. La présidente d'alors me trouvait trop gringalet pour devenir enquêteur dans le milieu des abattoirs. C'est vrai, je n'avais pas la carrure de l'un des deux autres enquêteurs, tous deux morts aujourd'hui, mais au fur et à mesure des enquêtes je devins le plus redoutable. Bien sûr, j'ai été brutalisé, parfois frappé sur des marchés aux bestiaux. Les tentatives d'intimidation étaient nombreuses, les menaces de mort aussi. Je me souviens que sur un marché aux bestiaux, on m'avait menacé de me pendre sous la charpente en bois si je ne quittais pas le site. Je suis parti, et j'ai téléphoné au directeur des services vétérinaires du département en question pour lui rendre compte des horreurs que j'avais vues. Il me répondit alors : « Je ne peux pas intervenir car il me faudrait un escadron de gendarmerie, c'est trop dangereux. » C'est vous dire les problèmes qu'il y avait sur ce marché, et la crainte des autorités compétentes à cette époque. Par contre, plusieurs années après, sur un autre marché, un directeur me réconforta en me disant que chez lui, il ne m'arriverait rien, que j'étais sous sa protection. Cela m'avait beaucoup rassuré. Lorsque j'ai commencé à faire de la protection animale en abattoir, l'entourage me disait : « Mais pourquoi fais-tu cela ? De toute façon, les animaux sont faits pour être mangés, ou alors, tu veux éviter quelle souffrance pour faire quoi ? De toute façon, ils vont être tués. » Finalement, on me demandait à quoi pouvait bien servir d'éviter aux animaux des souffrances puisque de toute façon, ils allaient être tués. Heureusement, je crois que ce temps-là est révolu, du moins je l'espère. Mais on entend encore quelques réflexions comme : « Et qu'est-ce que vous faites des enfants ?
Des handicapés? Des prisonniers de Guantanamo? Etc. Etc. Comme si le fait de faire de la protection animale nous rendait responsables des autres souffrances humaines, ou du moins devrait nous culpabiliser. Alors que la plupart des gens qui font ce genre de réflexion n'accomplissent rien dans leur vie. Nous faisons déjà quelque chose à notre échelle. Je connais des gens qui sont engagés sur les deux fronts, humain et animal. Je dirais qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre l'espèce humaine et les espèces animales. Pas de hiérarchie non plus dans les souffrances. Pourquoi s'occuper plus des enfants que des personnes âgées? Pourquoi collectionner des timbres ou faire partie d'une association de sauvegarde des menhirs en Bretagne, alors que des enfants meurent de faim dans le monde? Ce n'est pas parce qu'un médecin s'occuperait d'une personne qui aurait le bras cassé, qu'un autre ne devrait pas s'occuper d'une personne ayant une entorse à la cheville. Ce n'est parce que des Chinois peuvent être exploités dans les usines de leur pays, qu'il ne faudrait pas s'occuper d'êtres, humains ou animaux, en souffrance chez nous en France. Rendez-vous compte que chez nous, des gens se passionnent pour le football, alors que rien qu'en 2006, 137 femmes sont décédées en France sous les coups de leurs compagnons. Ce qui signifie qu'une femme meurt de violence conjugale pratiquement tous les 3 jours, selon les chiffres de la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur. Pour autant, est-ce que l'on montre du doigt les amateurs de football ou mieux les collectionneurs de briquets? Allons. En ce qui concerne ma profession, je suis éducateur technique spécialisé. J'accompagne dans mon travail des personnes handicapées mentales, dans leur vie de tous les jours. Mais bon, là je suis en train de me justifier, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire et toute personne suffisamment intelligente ne posera pas de questions basses et idiotes. Je voudrais faire un aparté concernant la SPA de Paris, dont Caroline Lanty avait pris la 39e présidence, car il y eut alors selon moi un changement important. Il me semble avoir lu un article de presse où elle disait que les kermesses spa où l'on sert de la viande pour la restauration des fêtes, s'en serait fini. Je crois que c'est une bonne chose que cette décision, parce que j'étais l'année dernière à une fête des animaux, dans un refuge où l'on recueille entre autres des animaux sauvés de l'abattoir et l'on y servait des saucisses, des merguez et du jambon. C'est un autre débat, mais il y a là matière à réfléchir, parce que sauver des animaux pour en laisser d'autres partir à l'abattoir pose quand même quelques questions. Le déroulement des visites d'abattoir. Mon travail d'enquêteur commençait par l'organisation de mes déplacements. Je choisissais sur la carte de France les abattoirs qui feraient l'objet d'un contrôle. En réalité, le mot contrôle n'était jamais employé devant les responsables d'abattoirs. C'est le mot visite qui était employé. Cela sonnait de manière moins répressive et permettait de moins freiner nos interlocuteurs dans leurs propos. Les visites s'effectuaient également sur dénonciation, soit de la part d'une personne extérieure à un abattoir, soit d'un employé qui faisait état de mauvais traitements ou d'abattage non conformes à la réglementation. Il est arrivé que ce soit un des membres des services vétérinaires de l'abattoir qui nous téléphone pour soulever un problème d'abattage, qu'il ne pouvait pas résoudre. Soit parce que sa démarche n'avait pas abouti, soit parce qu'il n'avait pas eu le courage ou la possibilité de s'interposer pour éviter un mauvais traitement en raison de la pression ambiante et des conséquences sur le plan personnel que son intervention aurait pu entraîner. Je me déplaçais dans toute la France et pouvais faire jusqu'à plus de 1000 km. Il fallait parfois une journée entière de voiture pour se rendre dans le département dans lequel se situait l'abattoir à visiter. La première étape consistait à trouver un hôtel situé dans la même ville que l'abattoir. Dans certaines villes, il n'y en avait pas. J'étais donc obligé d'aller assez loin, ce qui ajoutait à la fatigue des frais supplémentaires. La plupart des hôtels acceptaient les chiens, et comme j'emmenais Robin dans tous mes déplacements, il me fallait intégrer sa présence dans l'organisation de ces déplacements. Il m'était important de l'avoir avec moi, car il me permettait de me détendre en compagnie d'un animal qui ne risquait pas de finir à l'abattoir. Aux yeux de l'association pour laquelle je faisais ces enquêtes, il ne devait pas y avoir de place pour les émotions ou les sentiments. L'important était que les animaux soient tués conformément à la législation, un point c'est tout, car pour les personnes qui m'entouraient, le niveau de réflexion sur les animaux ne dépassait pas l'idée que l'animal est fait pour être mangé, on ne peut pas faire autrement.
La présence de mon chien me permettait d'oublier un peu ce manque de réflexion, en échangeant avec lui affection et complicité. J'essayais de ne pas arriver trop tard le soir, car j'aimais parcourir les villes pour me cultiver après un long voyage, en me rendant dans les centres historiques et en entrant dans les cathédrales. Je me couchais en général de bonne heure pour être au mieux de ma forme, car les visites s'effectuaient très tôt au petit matin. Au lit, je préparais la journée en récapitulant les étapes de ma visite du lendemain, pour ne rien oublier d'important et de préjudiciable aux animaux après que j'aurais quitté l'abattoir. Je prenais un bon petit déjeuner pour tenir durant les longues et pénibles journées. Ce n'est pas un travail comme les autres. Les premières réalités de la journée sont sanguinaires, la journée commence dans le sang. Je localisais l'abattoir la veille pour ne pas perdre de temps. Après avoir garé ma voiture, je prenais mon sac avec mon équipement et je tentais de trouver les bureaux où, le cas échéant, je rentrais dans l'abattoir et demandais à voir un responsable. Je me présentais et j'expliquais le but de ma visite. Si la personne connaissait l'association pour laquelle je travaillais, elle me laissait en principe rentrer dans l'abattoir et faire la visite. Mais en réalité beaucoup ne savaient pas qu'elle n'était pas obligée de nous laisser entrer. Je m'équipais alors de la tenue réglementaire, ma blouse, mes bottes et mon casque. Habillé de blanc et de bottes alimentaires, j'étais prêt pour affronter la mort en face, sans pouvoir l'éviter aux animaux qui allaient vivre ce moment pourtant tant redouté par les hommes, mais qui n'ont pas de scrupules à le faire vivre aux animaux. J'effectuais parfois seul la visite, parfois avec le responsable de l'établissement, voire avec un vétérinaire ou un technicien des services vétérinaires se trouvant sur place, ou encore avec les personnes du service qualité qui étaient en général des femmes. Je trouvais les femmes plus réceptives aux critiques et plus ouvertes à la négociation, au contraire des hommes qui se braquaient plus rapidement et avec lesquels s'installait vite un rapport de force, malgré toute la diplomatie dont je faisais preuve dans mes critiques. J'avais conscience de l'importance qu'il y avait pour moi, à ne pas me tromper dans mes remarques. C'était encore plus pesant, lorsque la visite s'effectuait en présence de plusieurs personnes ayant des responsabilités dans l'abattoir. En général, après avoir assisté aux diverses étapes de l'abattage, je faisais le point avec le responsable ou le directeur. Je parlais de ce que j'avais trouvé de bien, par exemple en matière d'installation dont n'étaient pas pourvus les autres abattoirs, et qui était de nature à améliorer la prise en compte de l'animal. Étaient également discutés les points plus critiquables et plus délicats, comme les infractions ou la pauvreté des équipements. Cette discussion devait permettre de faire prendre conscience des améliorations à mettre en œuvre par le responsable. Je visitais en général 2 abattoirs dans la matinée ou dans la journée. Cela dépendait du temps passé dans le premier. Au-delà, c'était trop fatigant. J'aurais alors pris le risque de voir s'altérer mes capacités d'observation et d'être moins précis dans mes constats. Il fallait également penser au compte rendu. Dans l'abattoir, il n'était pas bon de tout noter sur un calepin, car cela pouvait faire peur aux intervenants qui se seraient censurés. Je notais après les visites les éléments importants sur un brouillon, qui me servait de support pour la rédaction des comptes rendus. C'était un exercice de mémoire colossal. Il fallait aussi, lorsque les abattoirs avaient été visités, prévoir le départ pour une autre ville parfois distante de centaines de kilomètres. Si le temps n'était pas géré convenablement, la fatigue, les risques d'accident, une moindre forme pour continuer le travail survenait. Ah, j'oubliais. Entre-temps, je sortais mon chien pour le promener un peu, et oui, lui aussi avait droit à son bien-être. Les constatations faisaient, outre l'entretien après la visite d'abattoir avec le responsable, l'objet d'un courrier qui lui était adressé. Si j'avais constaté des choses graves, elles étaient par courrier là aussi, portées à la connaissance des directions des services vétérinaires des départements dans lesquels se trouvaient les abattoirs. En cas de gravité extrême, nous écrivions à la Direction générale de l'alimentation qui siège au ministère de l'Agriculture. Ces différentes instances en prenaient note, nous répondaient et agissaient selon leur bon vouloir. C'est-à-dire pas à chaque fois, et pas spécialement dans les cas les plus importants. Parfois une absence de réponse permettait de ne pas prendre position et de laisser se noyer, dans le bain de sang des animaux, l'action corrective qui leur aurait été utile. Cependant,
Il m'a toujours paru curieux d'être obligé de faire remonter les informations aux services vétérinaires puisque leurs agents sont présents dans les abattoirs pour contrôler l'hygiène et la salubrité alimentaire, mais aussi pour contrôler le respect des normes en matière de protection animale. Dans ce cas, le ministère ne pouvait qu'être au courant de certaines pratiques. Apparemment, certaines choses leur échapperaient, vu le nombre d'infractions ou de maltraitances en abattoir que j'ai pu constater et qui persistent encore aujourd'hui. Concrètement, pour un enquêteur de protection en abattoir, nous sommes peu nombreux. Il s'agit de veiller au respect de la réglementation, en l'occurrence le décret du 1er octobre 1997 et l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Il s'agit d'apporter de l'aide aux animaux en détresse ou en souffrance, en demandant parfois l'abattage immédiat d'un animal pour abréger des souffrances. Il s'agit aussi d'apporter des conseils pour améliorer la condition des animaux lors de leur unique passage à l'abattoir, dont il est interdit qu'ils sortent vivants. Je me rappelle par exemple que dans un petit abattoir de Bretagne, l'employé avait tout le mal du monde à faire entrer les cochons dans un piège rectangulaire aux parois blanches. J'ai conseillé à la direction de repeindre les parois intérieures en brun ou en noir. Le blanc est effrayant pour les animaux. S'ils reconnaissaient du brun, du noir, voire du gris, des couleurs qui leur sont familières, ils avanceraient plus facilement. Dans un autre abattoir, le tueur ne descendait le palan qui allait servir à suspendre les bovins qu'après avoir procédé à l'étourdissement. La réglementation prévoit que la saignée doit intervenir le plus rapidement possible après l'étourdissement. Il était alors plus logique de descendre en premier le palan, et d'étourdir l'animal après, afin de le saigner plus rapidement. N'y a-t-il personne d'autre dans un abattoir pour expliquer cette règle de bon sens ? Dans certains grands abattoirs, la tenue blanche en porcherie ou en bouverie est interdite. Le blanc, je l'ai dit, est effrayant pour les animaux, d'élevage intensif. Certains abattoirs ont mis des lumières tamisées à l'entrée des pièges pour les productions à cadence élevée. Cela apporte un plus en matière de confort pour les employés. Cela évite aussi de perdre du temps à faire avancer coûte que coûte les porcs dans le couloir qui les mène au piège. Les conséquences sur la qualité de la viande ne sont pas négligeables non plus, puisque l'on diminue ainsi le stress. En tout état de cause, les enquêtes d'abattoirs sont difficiles à réaliser. Il faut se lever tôt dans la nuit, et trouver son chemin pour arriver à l'abattoir. Il faut ensuite se rendre dans un environnement plus ou moins hostile. Il faut affronter un milieu où règne l'horreur, et cela même lorsqu'un abattoir respecte toutes les normes. Nous pataugeons dans le sang. Nous devons supporter les cris des animaux, de ces êtres innocents qui sont apeurés et qui sont dans la détresse. Pour moi, l'abattage d'un animal qui finit dans notre assiette, c'est l'abattage d'un innocent, ça revient à effectuer un acte violent, car on tue un animal en bonne santé. Cet acte est encore plus violent lors d'abattages rituels, parce que ce mode d'abattage échappe à l'obligation d'étourdissement qui doit rendre les animaux insensibles à la douleur de l'égorgement. L'étourdissement doit être pratiqué par tout le monde dans les abattoirs, sauf par les personnes de confession juive et musulmane, qui bénéficient à cet égard d'une dérogation. Le passage dans la gorge de la lame du couteau, qu'effectue le sacrificateur, ne peut être que douloureux, même si les pratiquants de cette forme d'abattage disent le contraire. Nous, les humains, pour la moindre opération nous nous faisons anesthésier, de façon locale ou générale. Proportionnellement, si l'on vous tranche la gorge, ça doit faire très mal, il n'y a même pas besoin d'explication scientifique. Le bon sens suffit. Un jour, dans un abattoir, un sacrificateur musulman m'a dit « Nous ne pouvons pas utiliser l'étourdissement, parce qu'il faut que l'animal soit bien vivant au moment de l'égorgement. Il faut même qu'il bouge les pattes pendant l'égorgement, ça montre que cela lui fait mal, et ça prouve qu'il est bien vivant. Tout abattage est violent parce que même avec un étourdissement préalable, il y a le lieu, l'odeur du sang, les cris des autres animaux, les bruits métalliques, les cadences de production qui font que le personnel pousse coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre, les animaux dans le piège où se passe la mise à mort. Recevoir une décharge électrique derrière les oreilles, avoir la tête plongée dans un bac d'eau à électrolyse ou le crâne perforé jusqu'à la cervelle en guise d'étourdissement est une violence. Ce sont là les techniques d'étourdissement que j'ai pu voir dans les abattoirs.
Mais cela me semble préférable à un égorgement en pleine conscience, car le but de l'étourdissement, c'est de plonger rapidement l'animal dans un état d'inconscience jusqu'à la fin de la saignée, c'est-à-dire jusqu'au dernier souffle. L'étourdissement constitue une avancée louable, à condition qu'il soit pratiqué correctement. Il faudrait perfectionner ces méthodes, voire en trouver de plus efficaces. C'est là un dossier sur lequel devraient travailler certaines associations. Description des différentes méthodes d'abattage. Dans ce chapitre, je vais décrire la manière dont se passe ou devrait se passer un abattage selon la réglementation. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'accompagnerai mes propos de références législatives, car les méthodes d'abattage sont codifiées et ne s'improvisent pas. Vous pourrez comparer les différentes pratiques avec les situations vécues lors de mes visites d'abattoir, décrites dans des chapitres suivants, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut savoir que les postes d'abattage sont différents suivant les animaux et suivant l'aménagement de l'abattoir. Certains sont utilisés pour plusieurs espèces. Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable. Chapitre 2 du décret 97A 903 du 1er octobre 1997. Les abattoirs doivent être équipés et aménagés conformément aux textes réglementaires relatifs à la protection des animaux au moment de leur abattage. Décret 97A 903 du 1er octobre 1997 et arrêté du 12 décembre 1997. La mise à mort des animaux comprend 3 phases, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage. L'immobilisation des animaux par un moyen de contention est obligatoire avant tout abattage. Annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 1997, excepté pour les volailles, les lapins et les petits gibiers domestiques. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. Décret 97A 903 du 1er octobre 1997 art. 7. L'étourdissement désigne tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort. Décret du 1er octobre 1997 chapitre 1.d. Il est obligatoire avant tout abattage ou mise à mort des animaux, à l'exception de l'abattage rituel. Décret du 1er octobre 1997 chapitre 2 art 8. Les procédés autorisés, arrêté du 12 décembre 1997 art 3, sont les suivants: pistolet à percussion à tige perforante ou à masselotte, électronarcose, exposition au dioxyde de carbone. Les matériels utilisés doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe 3 de cet arrêté. L'abattage consiste dans le fait de mettre à mort un animal par saignée. La saignée comprend l'incision d'au moins 2 carotides et des vaisseaux sanguins jusqu'à la fin de l'écoulement du sang. Arrêté du 12 décembre 1997 annexe 5. La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause, avant que l'animal ne reprenne conscience. Décret 97A 903 du 1er octobre 1997 art. 9. Mise à mort des porcs et des cochs, truies. Étourdissement et abattage. Pour que les abattages soient correctement faits, il faut un piège de contention et une électronarcose efficace. Le piège de contention sert à maintenir l'animal pour qu'il ne puisse plus bouger. Cela permet aussi à l'opérateur d'effectuer l'étourdissement dans de bonnes conditions de sécurité. L'étourdissement sert à plonger l'animal dans un état d'inconscience, afin de lui éviter de souffrir lors de la saignée. Pour cela, on pratique une électronarcose, soit automatiquement dans un restrainer, soit manuellement à la l'aide d'une pince électrique pour faire subir à l'animal un choc électrique de courte durée, mais de grande intensité. Dans le cas d'un étourdissement automatique, l'animal est conduit par un étroit chemin d'amener vers un restrainer. L'animal est véhiculé par 2 bandes qui l'entraînent vers les broches électriques qui entrent en contact avec la tête. Après avoir subi le choc électrique, l'animal est éjecté sur une table, puis suspendu par une patte arrière. Dans certains abattoirs, les cochons sont saignés directement sur la table, ce qui est préférable. Dans d'autres, ils sont saignés après la suspension. Dans tous les cas, ils doivent être saignés le plus rapidement possible, car si l'électronarcose est bien faite,
l'animal n'étant pas tué par ce procédé, il se réveille quelque temps après. Mais, il est pratiqué parfois une électronarcose jusqu'à la mort de l'animal. Dans le cas d'un étourdissement manuel, l'animal est conduit par un étroit couloir dans une caisse piège qui se referme derrière lui. L'animal ne peut ni avancer, ni reculer. On dit qu'il est immobilisé. Un opérateur, appelé généralement un tueur, à l'aide d'une pince électrique pratique l'électronarcose en appliquant les 2 électrodes soit sur les tempes, soit derrière les oreilles. La pince électrique ne doit pas être appliquée sur les yeux. Certaines pinces délivrent le choc électrique de façon tempérée dans un court temps et avec une forte intensité. Parfois, c'est l'opérateur qui estime la durée d'application de la pince, ce qui n'est pas toujours heureux, car si la pince est mal réglée, l'animal subit des électrocutions et donc de la douleur, plutôt qu'un étourdissement qui doit en principe éviter la douleur causée par les opérations qui suivent. Lorsqu'on ouvre le piège, l'animal tombe sur une table ou sur le sol, il est suspendu et saigné après. Il arrive que l'abattoir ne soit pas équipé de pièges. Les cochons ou les moutons sont alors étourdis l'un après l'autre dans la case même du poste de l'abattage. Cela crée un mouvement de panique et de peur parmi les animaux. Dans tous les cas, les porcs doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l'étourdissement. L'étourdissement est effectué par électronarcose ou par inhalation de CO2 ou, si nécessaire, au pistolet d'abattage, qui n'étourdit pas mais qui tue. L'électronarcose peut être réalisée mécaniquement dans un restrainer équipé d'un poste d'étourdissement automatique, ou manuellement par l'application d'une pince électrique au niveau de la tête. Certains abattoirs utilisent une fosse à CO2 pour endormir les porcs, mais ces installations sont source de souffrance, car les animaux paniquent lors de la descente dans la fosse. Les porcs ne doivent pas se réveiller pendant la suspension et la saignée. Le test oculopalpébral peut être effectué en passant légèrement le doigt sur les sourcils, pour s'assurer que les cochons sont bien anesthésiés. Les porcs doivent être étourdis un à un et saigner rapidement. La saignée est pratiquée sur un tapis roulant ou sur une table à la sortie de la contention, ou généralement après la suspension et avant qu'ils ne reprennent conscience. Elle est effectuée soit au couteau soit à l'aide d'un trocard. Mise à mort des bovins, vaches, veaux et chevaux. Il existe 2 types d'abattage, l'abattage classique ou non religieux et l'abattage rituel à caractère religieux. Dans le deuxième cas, les animaux peuvent être abattus selon le rite religieux juif ou musulman. Ils sont abattus sans être étourdis. Une contention mécanique, décret 97A 903 du 1er octobre 1997, chapitre 2 art 12, et un sacrificateur habilité art 13 du même décret, sont obligatoires pour cette pratique. Abattage classique. Les animaux sont conduits par un étroit chemin d'amener vers un piège de contention, où ils ne peuvent ni avancer ni reculer. À l'aide d'un pistolet à tige perforante, le tueur effectue un étourdissement en l'appliquant sur la partie frontale de l'animal. La boîte crânienne étant perforée jusqu'au cerveau, l'animal perd connaissance et tombe. On ouvre ensuite le piège, puis on suspend l'animal par une patte arrière avant de pratiquer la saignée. Cette méthode est utilisée pour les bovins, les chevaux et les veaux. Dans tous les cas, les bovins, vaches, veaux et chevaux sont étourdis à l'aide d'un pistolet à tige perforante appliqué sur le crâne. Ils doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l'étourdissement, soit dans un caisson en béton ouvert sur le dessus, soit dans un box métallique ou un box rotatif utilisé pour l'abattage rituel. Le pistolet à tige perforante fonctionne par cartouche ou par air comprimé. Les animaux doivent être étourdis un à un et la saignée doit intervenir rapidement. Généralement, elle est effectuée après la suspension. Abattage rituel. Les animaux sont conduits, un par un couloir étroit dans un box rotatif. C'est un peu comme un grand tambour de machine à laver. L'animal entre d'un côté et de l'autre côté, seule la tête dépasse. Le box est alors retourné jusqu'à ce que l'animal ait les 4 pattes en l'air, et le dos en bas. La tête qui dépasse est à l'envers, ce qui fait que le sacrificateur à l'aide d'un couteau saigne en pleine conscience la bête au niveau de la gorge. Puis, on ouvre une porte latérale et l'animal tombe sur le sol. Il est ensuite suspendu par une patte arrière. Dans tous les cas, la contention mécanique est généralement effectuée dans un box rotatif adapté aux gros bovins ou aux petits bovins, ainsi qu'aux veaux.
L'animal doit être maintenu dans le box rotatif jusqu'à la fin de la saignée. Écoulement du sang, art. 2 de l'arrêté du 12 décembre 1997. La suspension par les pattes arrière, alors que l'animal est encore vivant, est interdite. Les sacrificateurs musulmans sont habilités par les grandes mosquées de Paris et de Lyon et la mosquée d'Évry, le cas échéant par le préfet. Les sacrificateurs juifs sont habilités par le Grand Rabbinat de France. Mise à mort des ovins et des caprins. Abattage classique. Les moutons sont menés par un couloir étroit vers un piège de contention, soit le piège mécanique qui sert pour l'abattage rituel, soit une petite case en béton. Un employé étourdit les moutons à l'aide d'une pince électrique, en l'appliquant sur les tempes ou derrière les oreilles. Comme pour les porcs, l'application de la pince doit être brève mais avec une forte intensité, afin que le choc électrique plonge les moutons dans un état d'inconscience. Ils sont ensuite suspendus par une patte arrière et saignés. Parfois, les ovins et caprins sont abattus dans une case sans contention. Dans tous les cas, les ovins et les caprins doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l'étourdissement. L'immobilisation est effectuée soit dans un petit piège mécanique, soit au bout du couloir d'amener. Ils sont étourdis à l'aide d'une pince électrique ou d'un pistolet à tige perforante au niveau du crâne. La saignée des animaux doit intervenir rapidement avant que l'animal ne reprenne conscience. Généralement, elle est effectuée après la suspension. La pince électrique ne doit pas être appliquée sur les yeux. Abattage rituel. Comme pour les bovins, les moutons peuvent être abattus selon le rite religieux juif ou musulman. Ils sont abattus sans être étourdis. Une contention mécanique, décret 97A 903 du 1er octobre 1997, chapitre 2 art 12, et un sacrificateur habilité, art 13 du même décret, sont obligatoires pour cette pratique. Les animaux sont conduits par un petit couloir vers un piège mécanique. Lorsqu'un mouton est entré dans le piège, les parois latérales se resserrent, compressant ainsi l'animal. Le piège est basculé sur le côté, présentant ainsi la gorge du mouton vers le sacrificateur. Ce dernier égorge le mouton en pleine conscience. L'opérateur ouvre le piège et suspend par une patte le mouton. Avant de le suspendre, le sacrificateur doit attendre la fin de la saignée. Il arrive que des abattoirs ne soient pas équipés du piège. Ils suspendent alors les moutons vivants et les saignent ensuite, ce qui est interdit. Dans tous les cas, la contention doit être effectuée par un procédé mécanique. L'animal doit être maintenu dans la contention. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.